Dans ce sous-sol, 5 civils ont été visiblement exécutés. L'état des corps laisse à penser qu'ils auraient auparavant aussi subi des sévices. C'est une chambre de torture qu'ils avaient installée là. Et ils s'en sont pris à de simples Ukrainiens. Face à la presse, ce représentant des autorités de Kiev supervise le déplacement des corps. Leurs stigmates sont des éléments de preuve pour l'enquête à venir. Devant nous, les liens qui enserrent les poignets sont détachés. Ils indiquent eux aussi que ces civils n'ont pas seulement subi les dommages collatéraux d'une action militaire, mais qu'ils sont les victimes d'un crime. Quant aux accusations de mise en scène proférées par les Russes, elles achèvent de dégoûter ces volontaires locaux. Je ne sais pas comment vous dire. Bien sûr que ce sont les Russes. Les traces de massacres sont en fait visibles dans de nombreux secteurs de Boutcha, une ville défigurée par la guerre. Dans ce jardin, nous découvrons encore 2 corps. Difficile de préciser les dates de ces différentes exactions. Certains morts remontent au début mars, d'autres à la semaine dernière, juste avant le retrait des forces russes. En témoignent 2 fosses communes creusées à 3 semaines d'écart. Voilà, une fosse commune creusée pour plusieurs dizaines de corps. C'est la 3e tranchée qu'on creuse. Celle-ci est la dernière en date. Un peu plus loin, sur le champ de bataille que les Russes ont abandonné il y a quelques jours, nous croisons la route du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier accuse. Ce sont des crimes de guerre. Et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Vous êtes ici et vous pouvez voir ce qu'il s'est passé. Pour l'instant, le bilan des civils retrouvés dans les rues de Boutcha s'élève à 400 morts, mais il n'est encore que provisoire. Mais il y en a, c'est en cours. Et alors, nous avons, Julie, également recueilli des sons, des interviews d'habitants qui témoignent, au-delà de ce que dit Michel Scott dans son reportage, qui témoignent concrètement de la façon dont se comportaient vis-à-vis des populations civiles ces soldats russes. Exactement, des Russes qui allaient chercher du bois, qui se sont fait exécuter. Certains militaires russes qui visiblement continuent de tirer sur les Ukrainiens simplement par ennui. Écoutez ces témoignages. Бо будуть стріляти. Вони розвернулися, вони йому, хлопці, перерубали повністю ліву сторону ноги. Вона була на калоші. Оця сторона вся прострелена. И чуть-чуть нижче виска. 5 ходили на расстрел, 5. Ну, потом посмотрели, что я родился в России, то отпустили. Це просто мирні жителі, які йшли ось картошку ніс. І снайпери лупашили, ви самі бачите, в голову, всіх в голову. От скуки. Отак вони. Général Christophe Gomard, je ne vous ai pas beaucoup passé le micro parce que j'ai voulu un peu, avec Julie, planter le décor de Boutcha, ville symbolique, même s'il y a d'autres Boutcha en Ukraine, nous dit-on. Jusqu'à présent, vous vous êtes attaché à montrer avec une certaine rigueur professionnelle, j'ai envie de dire presque clinique, les opérations menées par les Russes. Et vous disiez, ne cédons pas aux emportements, aux exaltations. Ce que font les militaires russes, finalement, est assez rationnel, etc. Mais là, j'ai envie de vous entendre, parce que là, il n'y a plus rien de rationnel, là. On voit bien qu'on tue par désœuvrement, comme dit ce monsieur, par désœuvrement, on tue des gens en passant dans la rue. Ça ressemble à quoi, ça? Alors, pas une guerre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le désastre de la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre, c'est une vague qui avance et qui recule et qui détruit tout sur son passage. Et malheureusement, dans une guerre, les principales victimes sont les civils. Avant même les militaires, ils savent qu'ils sont là pour se battre. Et dans ce cas-là, effectivement, on voit un massacre. Ce massacre est terrible. Et moi-même, j'en suis pleinement ému. Mais je me méfie beaucoup de l'émotion, de la réflexion à partir de l'émotion. C'est-à-dire que... Et je pense qu'il faut qu'il y ait enquête, en effet. Très important. Je pense qu'il doit y avoir une enquête, mais cette enquête doit être faite de façon la plus juste possible, parce que qui a tiré? Souvenons-nous, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure d'Oradour-sur-Glane. Qui a donné l'ordre de tirer? Qui a donné l'ordre d'enfermer les gens dans l'église et de mettre le feu à l'église? En fait, on n'en sait rien. Comment est-ce qu'on jugera demain les criminels? Est-ce que Poutine aura perdu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très compliqué, en réalité.
De savoir qui vraiment est responsable. De savoir qui est responsable. Tout à l'heure, on disait qu'on connaissait les unités, sans doute. Mais est-ce que tout le monde a tiré? Je ne suis pas certain. Est-ce que... vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très compliqué. On voit effectivement ces pauvres gens qui semblaient visiblement, celui que vous avez montré sur son vélo, il vaquait à ses occupations, visiblement. Et il a été descendu froidement, abattu froidement, comme d'autres qu'on voit dans les champs. Ils n'avaient pas l'air de fuir, ces gens-là. Des voitures avec des conducteurs qui ont été visiblement tirés. Pourquoi est-ce que les gens ont fait ça? Par désœuvrement, peut-être. Est-ce que vous pourriez supputer, parce que j'entends, il faut que nous, comment dire, quelle est cette jolie formule, pensions contre nous-mêmes. Il faut penser contre soi-même. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à supputer que, je pense à décembre 1989, en Roumanie, à Timișoara, 20 morts dans un charnier. Toute la presse et les médias français disent « Regardez, ils ont été tués par la fameuse Securitate du dictateur communiste Ceausescu. » Et finalement, on va découvrir plus tard que c'est moins vrai que ça. Enfin, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de chaîne d'infos, il n'y a pas des réseaux sociaux, il n'y a pas des milliers de gens qui filment en 1989. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que là, il y a un massacre attribué aux soldats russes, parce que la zone était tenue par les soldats russes. Reste à savoir qui a tiré parmi ces soldats russes. Mais quand il y avait les soldats russes là-bas, qui pouvaient tirer? Est-ce que c'est des méthodes, Hélène Blanc, qu'on a déjà vues, des méthodes déjà employées par les Russes? Ces massacres de population, je pense à Alep, je pense à Grozny. Est-ce que ce sont des méthodes déjà employées par les Russes? Oui, je voudrais juste dire une toute petite chose. Parmi toutes les horreurs que nous avons citées, on a oublié de dire qu'ils ont trouvé des membres. Des pieds, des bras arrachés, des choses, enfin, des trucs qu'on n'a jamais vus, là, quand même. Mais je veux dire, les méthodes de l'armée russe, elles sont bien connues. Ils ont employé les mêmes en Afghanistan, en Géorgie, en Tchétchénie, et maintenant, et à Alep, bien sûr, vous vous rappelez, les armes chimiques. Et nous avons fait la bêtise de mettre une ligne rouge que nous n'avons pas respectée. Et donc, Poutine s'est dit, bon, alors je peux faire ce que je veux parce qu'ils me menacent, mais ils font rien. Donc, il conclut que nous sommes faibles. Et il n'a pas tout à fait tort. C'est un peu de notre faute qu'il est devenu, je dois dire, à mon avis. Renaud. Juste une phrase pour rebondir ce que dit le général Gomard. On est dans une telle émotion depuis quelques jours et quelques heures que je crois que la propagande russe est si violente et le rapport à la vérité et la post-vérité est tellement en train, et ça ne date pas que d'aujourd'hui, depuis des mois et des années, de miner certaines personnes, que plus la contre-vérité, la post-vérité, les fake news et les montages sont là, notamment sur les réseaux sociaux, où on a vu des trucs dingues qui sont des montages faits par des Russes, mais également par d'autres personnes qui ont intérêt à travestir la réalité. Plus c'est violent, et plus le temps de l'enquête, le temps de la rigueur, le temps d'obtenir des preuves fait que tous les gens en face qui font de la propagande, eh bien, ils seront battus parce qu'on a, et ça c'est le travail des enquêteurs, pour que la Cour pénale internationale procède à des jugements qui soient totalement rigoureux, sans débat. C'est comme ça qu'on lutte contre la propagande. Moins dans l'émotion qui fait qu'on est dans la sidération devant ces horreurs où effectivement, il n'y a pas de doute. Et pourtant, il faut un doute. Il faut un doute méthodique. C'est ça le temps de l'enquête. Oui, et je crois que c'est très important. C'est très important. Juste, les amis, c'est comme ça qu'on lutte contre les propagandes. Je suis, comme beaucoup de Français, passé l'année dernière par Oradour-sur-Glane, en descendant dans mon cher sud-ouest, c'est tout près de Limoges. Donc 643 Français d'un petit village près de Limoges, enfermés dans l'église, où les hommes et les femmes séparés, et savamment, minutieusement, stratégiquement, tactiquement mitraillés jusqu'au dernier par la division d'Asreich qui remontait vers la Normandie juste après le débarquement. Et dans la mythologie, dans la légende française de la Seconde Guerre mondiale, tout ce que nous avons construit dans le roman national, c'est devenu quelque chose de très important, à tel point que nous entretenons à grands frais ces ruines symboliques de quelque chose et qui sont sur le plan mémoriel très importantes. Est-ce que là, avec Mariupol, Yves Tréhard, est-ce que là, avec Boutcha, est-ce qu'on est dans quelque chose d'aussi épouvantable que cela? C'est ça qu'on veut comprendre, parce qu'on voit des morts sur des chaînes d'infos, parfois même sur nos applications,
sur les réseaux sociaux. C'est quoi ces morts? Est-ce que c'est un nouvel Oradour? Cette chaîne, alors, vraisemblablement, mais cette guerre à ce site particulier, c'est qu'on la vit en direct. C'est la première fois qu'on la vit en direct, comme la première fois que j'ai vécu un coup d'État en direct, mais j'y étais. Mais la télévision nous a fait vivre en direct la chute de Ceausescu. Je sais pas si vous vous Exactement. souvenez. Très bien. On était tous devant. Tout le monde était devant ces écrans de télévision. Alors là, et c'est ça qui est très important, c'est pour ça que je rejoins le général Gomard, c'est que là, le temps de l'enquête sera sans doute beaucoup plus rapide, et on ose l'espérer d'ailleurs, que vous avez parlé de Radouza-sur-Glane, on a parlé d'un tas d'autres massacres, je parlais de Katyn tout à l'heure. Combien de temps on a mis avant d'établir la vérité sur Katyn? Des années, des dizaines d'années. Et là, on a une chance, même si je pense qu'il faut toujours douter, parce qu'on peut se faire manipuler. Vous avez eu raison, me semble-t-il, de parler de Timișoara. Et on peut toujours douter, mais là, si on a en plus le numéro des unités, ça va aller assez vite, l'enquête. Hein. Mais je vous rappelle quand même que le temps de la justice, même d'une justice internationale, même pour des atrocités qui sont filmées, le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. Alors justement, on est en direct avec Céline Bardet, juriste internationale, spécialiste des questions de crimes de guerre, justice pénale internationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Volodymyr Zelensky tout à l'heure. Il s'est déplacé à Boutcha, lieu du massacre. Il parle de génocide. On l'écoute. Ce que vous voyez maintenant, c'est le génocide. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées, les enfants tués. Je pense que c'est le génocide. Voilà, c'est un génocide, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est ce que disent également les premiers ministres espagnols et polonais. Joe Biden, en revanche, même si lui parle de criminels de guerre, et ça a fait beaucoup parler, il ne parle pas de génocide. On voulait faire le point, ni Emmanuel Macron, vous avez raison. On voulait faire le point avec vous, Céline Bardet, spécialiste de toutes ces questions. S'agit-il pour vous d'un génocide ? Non, mais je pense que ce n'est pas au Premier ministre, à Zelensky et à quiconque autre de ce type de qualifier. Un génocide, c'est vraiment une volonté d'extermination d'une partie de la population pour des raisons précises. Donc là, on n'est pas forcément là-dedans. En revanche, on est clairement dans un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Donc, et j'entendais les débats tout à l'heure. En fait, la question, c'est exactement ça. Le temps des médias, c'est pas le temps de la justice. Et il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'on comprenne qui a commis ça, quelles sont les troupes qui ont commis ça, le contexte, etc. Donc c'est surtout ça l'important. Parler de génocide, c'est un tout petit peu prématuré, je pense. Alors il y a quelque chose, il y a un élément nouveau. Je parlais tout à l'heure, vous savez, de l'assassinat, je ne vais pas utiliser le mot génocide, de 300 000 Vendéens en 1794, et il aura fallu 3 siècles, pas loin de 250 ans, pour que certains historiens, pas tous, en France, disent il s'agit d'une décision de la jeune République de génocider la Vendée, etc. Bon bref, tout ça pour dire qu'on était au XVIIIe siècle. Là, aujourd'hui, il y a des téléphones portables partout, il y a des smartphones partout. En ce moment même, en Ukraine, on filme, pas seulement les journalistes, pas seulement les équipes de télé. Là, ce que j'ai envie de vous demander, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que ça facilite, finalement, ou est-ce que ça complexifie le travail de ceux qui sont sur place, parce qu'on voit tellement de propagande émerger? Non, mais c'est une bonne question parce que, en fait, là, c'est la première fois, d'ailleurs unique dans l'histoire, qu'on a un conflit qui débute et que la justice s'enclenche quasiment au même moment. C'est quand même la première fois. Tout à l'heure, j'entendais que vous évoquiez, la Syrie aussi, on l'a vu, le conflit à travers les réseaux sociaux. Donc c'est pas la première fois. Maintenant, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de choses, évidemment. Mais d'une part, la justice, l'enquête, l'analyse, ça demande du temps.
Une photo d'un cadavre, ça n'est pas suffisant comme preuve. Il faut comprendre le contexte, il faut tout remonter. Donc ça prend du temps, premièrement. Et deuxièmement, comme vous le dites, il y a toute la question de la propagande, qui est quelque chose d'extrêmement fort dans ce conflit, des deux côtés. Donc, il faut faire attention à tout ça. Après, il y a quand même des choses qui sont établies. Là, sur Boutcha, on voit des civils, les mains attachées dans le dos, une balle dans la nuque. Bon, ça, ce sont clairement des exécutions. La question, c'est qui a commis ces exécutions, pourquoi, est-ce qu'il y a eu un ordre, etc. Ce sont ça, ces questions, et c'est de l'enquête, et ça demande du temps. Donc, et oui, pour répondre à votre question, je pense que ça complexifie. Céline Bardet, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faudra peut-être des années avant d'amener un des responsables de ces atrocités, un responsable russe, devant un tribunal. Alors ça, c'est encore une autre question, parce que la question à $1000, c'est celle de savoir quand est-ce qu'il va y avoir une justice, en fait. Est-ce qu'on va pouvoir poursuivre des gens et est-ce qu'on va pouvoir amener ces gens devant un tribunal et devant quel tribunal? Donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais la qualification des crimes internationaux, c'est effectivement d'établir la responsabilité pénale individuelle. Donc il faut remonter qui sont ces auteurs de crimes et qui possiblement aussi ont des responsabilités de commandement dans ces crimes. Donc, il les aurait ordonnés. Donc, oui, bien sûr que ça prend du temps. Mais est-ce que Vladimir Poutine sera un jour jugé, selon vous? S'il a perdu. Ça aussi, c'est la question à $1000, parce que oui, potentiellement, il pourrait être jugé devant la Cour pénale internationale, par exemple. Le problème, c'est que la Russie n'est pas partie à cette cour, que la Russie est au Conseil de sécurité, a un droit de veto. Donc voilà, donc il va falloir réfléchir à d'autres manières de mettre en place des tribunaux pour potentiellement permettre le jugement de Vladimir Poutine. Mais il pourrait être rendu responsable pénalement si on arrive à prouver qu'il a une responsabilité de commandement dans tous ses agissements. Oui, bien sûr. Vous voyez, Yves Tréhard, ça c'est une invitée qui n'a pas de langue de bois. Elle parle court, simple, efficace. Vous voyez vous voulez, pardon, Oui. de mettre parfois une touche d'humour. Je sais que l'actualité est épouvantablement dramatique. Mais voilà. Ala, vous souhaitiez réagir à ce que disait à l'instant cette spécialiste du droit international. Bien évidemment, je ne peux ne pas réagir parce qu'il faut savoir déjà que l'état-major et le gouvernement ukrainien, ils se sont donné l'objectif, ils ont choisi à ne pas, comme vous dites, faire de la propagande dans le sens que vous imaginez. Donc, on n'en a pas besoin. C'est quoi l'objectif de la propagande? C'est comme l'objectif de la publicité, c'est vous faire acheter quelque chose. Donc, acheter une théorie, une idéologie ou un comportement. Donc, ici, on n'en a pas besoin de rajouter ou changer quelque chose parce que la réalité, elle est déjà tellement horrible, insupportable, qu'on a juste à le montrer. Il faut savoir que la procureure générale... Pas que le montrer. Irina... C'est ça la différence entre montrer et faire une enquête, madame. Si vous permettez, il faut faire une enquête. Ma phrase. Donc, l'image peut tromper. la procureure générale, Irina Venediktova, déjà a reçu plusieurs descriptifs de ce qui se passe. Il y a les experts internationaux qui sont déjà en action. Ça ne commence pas, c'est déjà commencé. C'est en cours. Donc, il y a beaucoup d'études. Tout est documenté. Tout est fait et étudié par les experts de plusieurs organismes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une étude très poussée de chaque cas. Tout, on saura tout. Et aujourd'hui, on sait même, on connaît les noms des personnes qui ont intervenu, qui étaient là. On connaît les noms de tous les Russes qui étaient positionnés dans cette bourgade. Et moi, je voudrais aussi rajouter ça semble quand même... tôt. Les experts que j'ai lus, ça semble un peu tôt, madame. Je vous assure, c'est pas... Non, pour connaître tous les noms. Ce que je veux dire, c'est que... Si, je vais vous expliquer. Je ne veux pas vous couper. Non, laissez-la, alors la coupez pas. Je vais vous expliquer comment c'est fait. Donc, ceux qui sont entrés en Biélorussie, ils ont amené des kilos, des centaines de kilos de biens volés, des pillards. Donc, ils sont allés dans les bureaux de poste pour envoyer tout ça en Russie. Tout a été fermé. Et les Biélorusses, ils ont fermé. On a les images de caméra, on les voit. Et l'intelligence artificielle, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays très branché au niveau IT, des nouvelles technologies. Donc, ils ont travaillé sur les visages et l'intelligence artificielle a déjà donné la plupart de noms. Je ne vais pas vous assurer aujourd'hui qu'on a vraiment les adresses et les empreintes de chaque participant, mais c'est déjà bien avancé. L'enquête est en cours. Non, mais attendez. Mais là, attendez, ne prenez pas ce qu'elle dit à la rigolade. Nous avons ici même rencontré des parlementaires et des volontaires ukrainiens qui vivent terrés dans des caves et qui ne font
qu'un travail depuis 40 jours de guerre. Documenté. Tout est documenté. Documenté. Comme jamais. Sergei Girnov. D'ailleurs, c'est la méthode qui a été inventée par Bellingcat. Ça veut dire qu'en fait, ils ont des logiciels et retrouvent la liste de tous les gens qui étaient dans ces unités avec le numéro des unités. Et ils vont sur les réseaux sociaux en Russie, Odnoklassniki, Vkontakte, etc. Ils retrouvent ces numéros de téléphone, ces numéros des unités. Ils retrouvent ces noms. Ils retrouvent les photos qui ont été postées. Et donc tout ça est après mis ensemble. Et par exemple, pour les Ukrainiens, pour les corps des Ukrainiens qu'on a retrouvés, c'est déjà prouvé que c'est les gens locaux. Ça veut dire que les Russes ont commencé à dire les Ukrainiens ont pris 400 cadavres, ils les ont amenés de l'extérieur vers Boutcha pour provoquer ce truc-là. Donc ça, c'est faux déjà. Ça a été prouvé parce que nous avons des témoins, nous avons le maire de la ville. Peut-être que tout ça, ça aidera la Cour pénale internationale qui a beaucoup d'enquêteurs sur le terrain pour récolter des preuves. L'Union européenne aujourd'hui a annoncé qu'ils allaient aussi venir en aide à la Cour pénale internationale pour essayer de les aider dans cette collecte de preuves. Mais je voulais qu'on écoute Volodymyr Zelensky à nouveau et vous faire réagir derrière, parce que vous êtes toujours avec nous, Céline Bardet, spécialiste vraiment de ces questions-là. Lui, il dit qu'il faut que tout se fasse très vite, et donc il faut créer un mécanisme spécial de justice. On écoute le président ukrainien. J'ai décidé de créer un mécanisme spécial de justice en Ukraine pour enquêter et poursuivre tous les crimes des occupants dans notre pays. Bon, est-ce qu'il faut un tribunal spécial, finalement, pour ce qui est en train de se passer en Ukraine, selon vous ? Mais oui, certainement. Et je voulais rebondir sur ce qui était dit, parce que, par exemple, l'Ukraine, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il y a des ouvertures d'enquête déjà par le procureur général ukrainienne. Nous, on travaille aussi, vous parlez de Bellingcat, nous, mon ONG, We Are Not Weapons of War, on travaille sur les violences sexuelles et les viols. On a un outil digital sécurisé qui permet aux victimes de s'alerter. Donc, il y a plein d'organisations qui font ça. Lui, ce qu'il dit, et c'est là où il y a une forme de dignité de l'Ukraine, je trouve, c'est que l'Ukraine répond en disant, on va résister à cette agression, ce qu'ils font, et ils disent, on va répondre par la justice. Et c'est pour ça que Zelensky parle beaucoup de ça depuis le début. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un conflit qui commence et qu'on parle déjà de justice. Donc ça, c'est inédit. Maintenant, encore une fois, il faut le temps de l'enquête. Ça reste important et on ne peut pas établir des choses comme ça en quelques jours pendant un conflit. Mais ce travail, il est déjà engagé. Je vous rejoins, madame, je vous entendais et je vous rejoins. Pourtant, ce qui est fou quand même, madame, je me souviens, un vieux cours d'histoire, quand l'Italie fasciste envahit en 1935-1936 l'Éthiopie. Haïlé Sélassié, le Négus, le roi d'Éthiopie, se tourne vers un très grand juriste français de la Sorbonne et dit « Mais dites bien, qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre coloniale au XXe siècle ?» Alors il va passer un mois seul avec ses équipes et finalement il va rendre un rapport et il va dire « Mais c'est parfaitement illégal du point de vue du droit international, etc. » Ce que je veux dire, c'est que toutes ces violations, comme l'épouvantable et violente invasion de l'Ukraine, on sait ce que c'est. On maîtrise sur le plan du droit. Pourquoi faut-il toujours que nous disions « Oh là là, ça va prendre du temps », comme s'il fallait du temps pour condamner Poutine, comme s'il fallait du temps pour condamner Poutine. Non, mais le simple fait qu'il ait envahi l'Ukraine, il n'y a pas besoin qu'il y ait 3000 morts ou 5432. Non, mais on sait très bien que Poutine... Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut qualifier juridiquement les choses. Non, c'est pas une question de qualification des faits. Sur les crimes de guerre, si. Il y a une question de qualification des faits, mais il faut surtout d'abord que l'auteur des faits reconnaisse la justice qui va lui être imposée. Tout le problème du droit international, c'est la réciprocité de la reconnaissance. À partir du moment, la Cour pénale internationale, par exemple, elle n'est absolument pas reconnue par les États-Unis. Ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Ils n'ont pas signé le traité. Poutine non plus. Bien sûr. Il y a plein de pays dans le monde qui ne veulent surtout pas avoir affaire à cette Cour. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que madame la juriste, beaucoup plus compétente que moi, suggérait tout à l'heure, et ce que suggère, semble-t-il, le président Zelensky, qui doit, comme vous le dites, madame, avoir réfléchi pas mal à ça, c'est-à-dire à ce qu'on appelle des tribunaux ad hoc, c'est-à-dire des tribunaux où vous jugez une cause, c'est ce qui a été fait notamment pour le... À Nuremberg. Et alors, j'ai juste une chose, oui ou non, Girnov, pensez-vous qu'un jour, alors pardon pour cette question, madame Boule de Cristal, mais pensez-vous qu'un jour, Poutine sera jugé ? J'espère, oui, parce qu'il a reconnu ses crimes.
Parce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis le 24 février a été fait sous mes ordres et selon les plans que j'ai établis. Poutine a dit ça. Il n'a jamais dit, peut-être, il y a eu des exactions, etc. Et notre parquet militaire... Sauf que jamais plus Poutine, quelle que soit l'issue de cette affaire, ne sortira de Russie. Sauf pour aller en Corée du Nord, en Inde... au Brésil, en Chine, chez des pays amis. Physiquement, ça va être impossible. Physiquement, on ne pourra pas prendre Poutine et le mettre quelque part sur un banc d'accusés. Je ne crois pas. Mais il faut le juger, il faut arriver à faire peut-être le Nuremberg. Mais Hélène Blanc, vous n'y croyez pas au jugement de Poutine? Pourquoi pas. D'abord, tant qu'il est président, il est protégé par l'immunité présidentielle, premièrement. Et deuxièmement, comme a dit quelqu'un, je ne sais plus qui, il faudrait aller le chercher, le capturer et le ramener pour le juger. Et ça, je vous garantis que ça me paraît totalement impossible. En tout cas, il est bien protégé. Céline Bardet qui est toujours avec nous. Et après, il n'est pas bien protégé. La parole. Céline Bardet, vous avez entendu ce que dit Hélène Blanc sur ce plateau. Immunité présidentielle et impossibilité d'aller le chercher dans son bunker en Sibérie, Vladimir Poutine. Non, alors d'abord, devant la Cour pénale internationale, il n'y a pas d'immunité présidentielle. Donc déjà, mais le problème, ce qui était dit avant, je crois, par Yves Tréhard, c'est que de toute façon, la Russie n'est pas partie à la Cour pénale internationale. Voilà. Donc, et il pourrait y avoir une saisine sur demande du Conseil de sécurité, mais la Russie est membre du Conseil de sécurité avec un veto. C'est tout le problème qu'on a par rapport à la Syrie, par exemple. Donc voilà. Donc après, est-ce que moi je dis quand même, il y a la question, est-ce qu'il reste en poste, parce que on va voir ce qui se passe après. Et je dis attention aussi à ce qu'on peut dire. Moi, je suis un peu comme vous, j'ai du mal à penser. Je me dis, est-ce que Poutine va se retrouver devant un tribunal un jour? Mais attention, parce que c'est arrivé à Milosevic, c'est arrivé à des époques où moi j'étais au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et tout le monde disait ça n'arrivera jamais. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que toutes les démarches soient faites pour ça. Et effectivement, c'est vrai que Vladimir Poutine, depuis le début, il dit effectivement qu'il contrôle cette opération. C'est une opération de son pays et il le dit clairement. Donc, il y a une responsabilité en tant que chef des armées. Et comme vous le dites, il le dit lui-même. Ça, c'est certain. Il y a un truc qui est complètement fou quand on s'efforce de penser contre soi, mon général, c'est que finalement, l'Occident est très seul dans cette affaire. Alors, on est en train de pérorer, là, tous les 6, 8, autour d'une table, en disant on va juger ce malfaisant, ce tyran, ce dictateur. Enfin, la réalité, c'est que... non, mais il y a les États-Unis, le Canada, là, vaguement, le Japon, puis l'Europe, puis c'est tout. Puis on est tout seul. Et puis je suis pas certain, il n'y a pas 1 milliard d'Indiens qui rêvent de juger Poutine, il n'y a pas 1,5 milliard de Chinois qui rêvent de juger Poutine. Et en Afrique, quasiment personne n'a condamné l'invasion de l'Ukraine. Et donc nous, on est le camp du bien, on veut juger, on est formidable. La réalité, c'est que ça n'obsède que nous. Quand je dis nous, c'est un nous occidental. Et même chez nous. C'est bien pour ça que, pour avoir cherché les criminels de guerre en Bosnie pendant quelques années, et pour en avoir arrêté quelques-uns, on a mis quand même beaucoup de temps à les arrêter. D'abord, c'était dans la portion française, donc une zone qui était surveillée, tenue par la France, dans laquelle les soldats français dont j'étais pouvaient aller observer et arrêter, mener des opérations d'arrestation. Mais d'abord, on en a arrêté 9. On n'a pas arrêté Karadzic, qui lui était parti, il a été retrouvé à Belgrade. On en a trouvé d'autres dont certains ont été jugés au tribunal pénal international de La Haye. Mais encore faut-il, là on était sur place, on a pu les arrêter parce qu'on était sur place. Milosevic, il a fallu combien de temps pour qu'il aille au tribunal pénal international? Il a fallu un accord, de tous les pays, de toutes les puissances. Là, avant d'aller mettre un Vladimir Poutine dans un tribunal, il faudra que la Russie ait vraiment perdu. Et je ne pense pas que ça soit le cas d'ici à quelques années au moins. Hélène Blanc, c'est là-dessus que vous voulez réagir aussi. Vous disiez Milosevic. Je l'ai précisé. Ok, mais ça a pris combien de temps? Ça a mis très longtemps parce que ça m'intéressait déjà à l'époque. Et effectivement, je trouvais que c'était un petit peu long. Mais enfin... Il faut du temps pour retrouver des gens. Et là, c'est pareil. On ne connaît pas l'avenir. On dit que Poutine est malade, ce qui est tout à fait possible. Et peut-être qu'il mourra avant qu'on le juge. Ça, c'est une autre possibilité. Je ne vous souhaite pas de mal, je ne suis pas méchante comme ça, mais quand même, il faut être réaliste et pragmatique. Cela dit, je voulais vous donner, vous savez certainement comme moi, ça m'a toujours irrité, mais au plus haut point,
Et la Russie fait partie du comité des droits de l'homme de l'ONU. Vous trouvez qu'elle est à sa place, franchement? Conseil de sécurité. Ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas l'exclure. Les États-Unis vont tenter de l'obtenir avec cette exclusion. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Le comité des droits de l'homme de l'ONU a été présidé longtemps par la Libye, hein, je vous rappelle. Je sais, non mais je suis d'accord. Et après, l'Arabie Saoudite. Là c'est la Russie. Que des bienfaiteurs de l'humanité. C'est pour ça aussi, vous savez, il faut savoir aujourd'hui qu'avec ces tribunaux internationaux, avec ces commissions des droits de l'homme, etc., quand on voit l'efficacité et la durée des procès, quand on voit les fonctionnaires qui ne sont pas tellement impliqués dans les affaires et des jugements, les Ukrainiens sont très conscients de cette difficulté. Et c'est pour ça que le président Zelensky a répété plusieurs fois que nous sommes seuls, finalement. Nous aspirons beaucoup l'aide et la compréhension de l'Occident, mais nous restons seuls. Donc nous allons nous occuper et nous allons faire le maximum sans peut-être compter vraiment sur l'aide efficace des autres. Alors, malheureusement, nous en sommes là. J'aime pas quand vous dites ça. J'aime pas quand vous dites ça. Eric, j'ai parlé... En ce moment, il y a des engins blindés qui arrivent en Ukraine. Cher Eric, Ils sont, vous n'avez on pas dit pas écouté char. ce que je viens de dire. Bon. J'ai parlé juste au niveau de ces organismes internationaux, les tribunaux, etc. Bien évidemment, sans aide de l'Occident, et je voudrais le souligner, nous en sommes très reconnaissants parce qu'on n'aurait pas tenu une semaine. Ça, c'est bien évident. J'ai un brin d'optimisme à vous apporter. Parce que, par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine par Poutine, on a constaté que l'Europe, en une semaine, s'est unie d'une façon qui n'a jamais existé. Ça, c'est vrai. On a constaté que l'Occident, avec les États-Unis, s'est uni d'une façon qui n'a jamais existé. Ce qui fait que cette guerre, vous avez répété, c'est la première guerre qu'on vit en direct, avec les vidéos, avec le bombardement quasiment en direct. Ce qui fait que le temps s'est accéléré aussi. Et c'est aussi beaucoup une volonté politique. Quand il y a une volonté politique, finalement, on peut faire des choses beaucoup plus rapidement que par le passé. Bon, on verra si Poutine et les autres responsables de ces atrocités sont jugés. En tout cas, il y a une chose qui semble être sûre, il va y avoir d'autres sanctions. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron après ces atrocités à Boutcha, donc à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. 410 cadavres, on le rappelle, au moins, c'est un bilan très provisoire, qui ont été retrouvés. Certains, les poings liés, froidement abattus par les forces russes. Écoutez le président de la République ce matin. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc, nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions et qu'en particulier, déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux, on puisse agir. Ce sera fait cette semaine ? Les tout prochains jours doivent donner lieu à une concertation européenne. C'est en tout cas mon souhait. Voilà.